Il était une fois un chef-lieu de canton voué à la vie simple et sans histoire, qui coulait des jours heureux pétris de banalités quotidiennes. Je vais, en toute discrétion, me diriger vers le local des nanarcotiques, cousinés dépendants. C'est moi, Eugénie de la Croûte. Je viens pour le reportage de Qui vous savez. Mot de passe. On y rit, on ira. Bonjour Axel. On avait dit pas de prénom. Venez. Oh, d'abord, c'est pas une injure, quoi. J'ai dit mère, mère. C'est beau, la mère. Retirez, mère, je vous l'ordonne. Retirez, Gringalet. Non, alors je conserve la mère. Nous sommes donc au cœur même d'une réunion de cousinés dépendants. Qui sont en train de prendre leur dose de nanarcotiques. Bonjour. Émile. Bonjour. Émile. Bonjour. Émile. Bonjour. Émile. Bonjour. Émile. Bonjour. Enchanté, Émile. Bonjour. Émile, parlez-moi de vous. Enfin, de lui. Enfin, de vous. De lui. Il est né en même temps que le cinématographe. C'est un signe, non? Il a vu son premier film en Mars 1902. à 6 ans, à l'occasion d'une manifestation du patronage laïque de Bourg. À l'époque, il n'y avait pas de salle de cinéma en France. Les projections étaient des attractions présentées par des forains. Comme les films étaient courts, avant la projection, les forains faisaient des spectacles de chansons et de théâtre. Et cousiné dans tout ça. Il a fait du théâtre avec l'Albès. Il a notamment joué La Grammaire, une comédie vaudeville de Labiche. Monsieur Caboussa veut se faire réélire président du comice agricole. Mais il est peu doué pour le français. Sa fille Blanche lui a réécrit son discours. Chers messieurs, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, de sa profession? Certes. Moi j'avais mis un T. La richesse des nations. Tiens, tu as mis un T à nation? Toujours. Oh, moi j'avais mis un S. Oh, les T, les S. C'est là qu'il a compris qu'il aimait le comique. Et qu'il n'était pas le seul. Grâce au cinématographe, il sait qu'il peut gagner de l'argent vite et bien. Alors, vers l'âge de 15 ans, il décide de devenir projectionniste ambulant. À cette époque, quels étaient les films que l'on projetait? Eh bien... On pouvait voir les premiers films de Chaplin, Les premiers films de Max Linder, le voisin de Saint-Loubès. Les derniers films de Méliès. La Grande Guerre arrive. Cousiné et mobilisé. À la fin de la Première Guerre mondiale, les gens veulent se divertir et oublier cette foutue guerre. Ce sont les années folles. Le cinéma se professionnalise. Des salles fixes se construisent ou s'installent dans les théâtres. En 1918. Cousiné comprend très vite les opportunités qu'il doit saisir offertes par le cinéma.
Il crée sa propre société de distribution, Burgus Film, en hommage à sa ville natale, Bourg. En 1923. Il sillonne désormais le sud-ouest pour distribuer les films de son catalogue aux exploitants de salles. Il fait un bref passage derrière la caméra pour réaliser un petit film publicitaire pour promouvoir la journée des arènes à Saintes. L'expérience semble lui plaire. En 1927. Grâce à Burgus Film, Cousinet devient un homme d'affaires et achète des salles à La Rochelle, Toulouse, Agen. À Bordeaux, il construit le cinéma Luxor, barrière judaïque, et le cinéma Rex, barrière du Médoc. 800 places, un véritable temple élevé à la gloire du cinéma. Il s'empare de l'intendance. Avec sa société de distribution de films et ses 9 salles, Cousinet est à la tête d'un véritable empire cinématographique. Mais la reconstruction économique d'après-guerre coûte cher. Le krach boursier aux États-Unis En 1929. marque une des plus grandes crises économiques du XXe siècle. À partir de 1931. Les stations climatiques, thermales et balnéaires sont en déclin. Le tourisme en berne. Les industries du luxe, et les casinos plus particulièrement, subissent de désastreuses conséquences. L'inflation et l'endettement sont élevés. Mais en 1936. Le Front populaire arrive au pouvoir. Léon Blum, Léo Lagrange. Doucement, ma cocotte, faut pas se tromper de fan club. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. François Danon. Ce bouquet découvreur de la grotte de Père mon Père. Et dis donc, toi, t'as pas compris? Ici, ce sont les nanarcotiques Cousinet dépendants. On y rit, on ira. Je vous sers un petit blanc sec? Non, plutôt pour moi, un du bonnet. 1931. Ah ben non, on était en 36 avant là. Non, on est allé trop vite. Il faut revenir en 31, sinon les gens ne vont rien comprendre. Le casino de Royan est au bord de la faillite. Le directeur démissionne. Personne n'ose reprendre ce poste à risque, sauf Il a une idée derrière la tête. Il candidate à la direction. Le 1er juillet 1931. Il propose un florilège d'animation. Il est engagé. En 1932. Cousinet, malgré la crise, a amassé une véritable petite fortune et a racheté le casino. Il en a profité pour le moderniser, l'équiper de façon très moderne et en faire l'empire de proue de son empire cinématographique. Les chiffres d'affaires des salles de spectacle, du cinéma, du dancing et du café compensent le déclin du jeu. Le casino retrouve son statut de centre attractif majeur du Sud-Ouest. Le tout Paris y prend ses quartiers d'été. Cousinet fréquente Sacha Guitry, Yvonne Printemps, Daniel Darieux. Il se rapproche des stars de l'époque. Il les touche, leur parle. En 1935. Il devient conseiller municipal de Royan. Tout ce qu'il entreprend réussit. Il ne se connaît pas de limite. Et la création cinématographique devient de plus en plus intense. Les studios de cinéma de Paris, du coup, deviennent trop petits. Des producteurs créent des studios sur la Côte d'Azur, la Victorine. Marcel Pagnol crée le sien à Nice. Et évidemment, Cousinet veut rentrer dans la danse. Le 8 août 1937. Non mais ça va Nicolas, là, on sait lire. Il créera ses propres studios de cinéma dans les anciens magasins du Casino de Royan. Ce seront les studios de la Côte de Beauté, les premiers sur la côte atlantique. La côte atlantique, ce merveilleux Arrête, littoral. Nicolas, tu vas nous les rendre fada. Le premier film à y être tourné est le Club des Fadas. Cousinet écrit le scénario adapté d'une opérette à succès. Il y mêle des sketchs de Pierre Dac. Il aimerait bien embaucher Fernandel, Rému ou Pierre Freinet, mais comme il demande de gros cachets, il devra se contenter des seconds rôles de Pagnol. Charpin, Paul Dulac, Robert Vattier, Ali Darouf. Pour réaliser son film, il engage des techniciens et un jeune réalisateur. En novembre 1938. Le jeune réalisateur ne viendra pas. Ni aucun autre d'ailleurs. Cousinet ne peut pas reculer, tant pis, il réalisera lui-même le film. À sa sortie, le film est un succès. Cas unique au monde, écriture, réalisation, production, distribution, Cousinet contrôle tout. Pendant le tournage de son film, sa femme meurt. Il sera inconsolable, ne se remariera jamais
Et pour compenser cette perte, il sera un bourreau de travail. Le 3 juillet 1939. Le 3 juillet 1939. Débute le tournage de son deuxième film, L'intrigante ou la belle bordelaise. Les intérieurs sont tournés au studio de Royan, les extérieurs à Bourg. Les gens du coin seront figurants et donneront un coup de main à la décoration. La Seconde Guerre mondiale éclate. À sa sortie le 6 février, à sa sortie en salle, le film rencontre le succès. Les spectateurs affluent. Les critiques conspuent. Mais peu importe la critique, le film fait recette. C'est à cela que se mesure le succès d'un film. Le 23 juin 1940. Les Allemands entrent à Royan. Le casino est confisqué et fermé. Cousinet part dans les Pyrénées, tourné Andorra ou Les Hommes d'Airain, sorti En 1942. Encore une fois, le film fait mouche et c'est un succès commercial. Mais les critiques signalent la nullité du scénario, la nullité des dialogues, la nullité de l'extérieur et la nullité de l'interprétation, mais regrettent qu'il n'existe pas de censure de qualité. Les films de KPDP sont à la mode. Il tournera Le Brigand Gentilhomme. Le film plaît au public et les critiques se font de plus en plus cruelles. 25 août 1944. Les Allemands quittent Bourg et filent vers le nord et se retranchent à Royan. Puisqu'il en est ainsi, je me tire. Au revoir. Janvier 1945. Non mais arrête Nicolas, là, tu nous saoules avec tes trucs à la... Bah quoi là, on peut plus dire con. Le 5 janvier 1945, pour venir à bout de cette véritable poche fortifiée allemande, des bombardiers anglais et australiens détruisent les 2 tiers de la ville. On compte des centaines de morts. Cousinet filme la ville ruinée. Le casino et les studios ne sont plus que des décombres. Une page se tourne. Cousinet achète à Bordeaux le château de Tauzin et son parc de 2 hectares et y crée les studios bordelais de la Côte d'Argent. Ils sont plus grands et plus modernes que ceux de Royan, au plus proche du savoir-faire hollywoodien. L'inauguration a lieu le 22 juillet 1946. Vous vous foutez de moi ou quoi? Non mais si c'est comme ça, moi j'arrête. Non, Nicolas. Au revoir. Cousinet emploie à l'époque 140 personnes. Non mais pas touche à ça toi. Tu sais combien ça coûte ce truc là? Non mais je rêve pas. Allez hop, c'est bon. On enchaîne. Les concours de cruauté auxquels se livre la critique n'oxydent en rien l'enthousiasme de Cousinet. Il relance les tournages. On y rit, on ira, acclame les affiches. 1947, 1948, 1949. Ce film est jugé compassé, hybride, godiche et pour tout dire, un peu corniche. Mais pour Cousinet, un film est une marchandise, il doit rapporter de l'argent. 1951. Robert Lamoureux tourne une journée sur le film en janvier 1950. À la sortie du film, 1 an plus tard, la carrière de Robert Lamoureux explose à la télévision. Le film Le Don d'Adèle deviendra sur les affiches Robert Lamoureux dans Le Don d'Adèle, alors qu'il n'apparaît que 4 minutes dans le film. Parce que j'ai pas de smack. Qu'est-ce que ça peut faire acheter toi? Non, si, 100 ans, on s'en va tous, c'est pas difficile. Je vous présente mon ami Robert Lamoureux. Excuse-moi. Miss Cinémonde est engagée pour montrer ses seins. Elle demande alors 10 000 francs. Comme Cousinet négocie le contrat à 5 000 francs, elle n'en montre qu'un. 1952. 1953. 1954. Qu'y a-t-il de plus parfait dans ce monde? Une belle-mère, chacun ses seins,
Voilà pourquoi tous les hommes à la ronde devraient chanter cette hosanna. Allez belle-mère, c'est la bonté, c'est la pureté. On a beau leur faire des misères, et des rien, et pour tout bien. Faire pour prêcher l'amour pour embellir les jours où les périodes aura toujours. Cousinet avait gardé du théâtre l'esprit de troupe, qui se retrouve sur ses plateaux de tournage. Il n'hésite pas à engager de jeunes comédiens peu connus, Pierre Dac, Roger Lanzac, Jean Carmé. 1956. Jean Carmé tournera pour Cousinet dans Mon curé, champion du régiment. Le chef de détachement, c'est moi, vous l'adjudant. Singulière tenue, mon ami. Vous faites respecter vos galons d'une façon bien inattendue pour un chef de détachement. La télévision s'impose de plus en plus dans les foyers. Le cinéma change, et le public aussi. 1957. Sur ce film, Cousinet embauche un jeune réalisateur assistant italien de 28 ans. Celui-ci n'a pas les mêmes conceptions du cinéma que Cousinet. Il ne mettra pas son nom au générique. Croyez-en, un vieux professionnel. Jamais vous ne ferez carrière au cinéma si vous n'écoutez pas Monsieur Sergio Leone. La nouvelle vague va ringardiser les histoires qui ont fait le succès de Cousinet. Les cocufiages, les troufions et les belles-mères. Les influences baissent et son dernier film est son premier bide. Il sortira en 1962 uniquement dans ses salles bordelaises. Il meurt le 24 octobre 1964, terrassé par une attaque cérébrale. Dans l'actuelle rue Émile Cousinet, il y avait une maison à colombage du XIVe siècle, la plus ancienne de Bourg, qui fut tour à tour la taverne de la Cigogne dans les années 40, une boutique de lingerie et, en dernier, l'office de tourisme. Cette maison, connue sous le nom de Maison Lédé, Cousinet l'avait acquise en 1944, car il y serait né. Il en fait don à la municipalité, qui décide de la démolir en janvier 1963. Ben voyons. Mais non, il n'est pas né. Si, peut-être pas sur celle qui donne sur la rue, mais dans la partie derrière. non, je crois pas, non. Franchement, je crois pas. Non, mais vous allez où, là? On va à Où sont-ils? Tout à l'heure, ils ne venaient pas, maintenant, ils filent comme le vent. Chers amis, par mon cortège. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'empire cinématographique de Cousinet. La critique française lui rend hommage en attribuant tous les 3 ans le prix Émile Cousinet pour récompenser les pires films sortis au cours de l'année. Devenu culte depuis une quinzaine d'années, le nanar ainsi légitimé possède ses maîtres. Cousinet, avec ses 31 films, est considéré comme l'un d'eux.